reconversion. Je rencontre Virginie. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors Virginie, on s'est rencontrés à Business L lors d'un événement entrepreneuriat entre femmes. Donc ce que j'ai ce que j'aimais chez toi, c'est vraiment ton dynamisme. Je trouvais que tu prenais vraiment souvent la parole, t'aider les gens. Je trouvais qu'il y avait vraiment une énergie qui sortait de toi et du coup je me suis dit tiens, je vais aller lui parler, voir un petit peu parce que j'aime bien comment tu es en fait finalement. Ok. Et donc du coup par rapport à la reconversion, tu m'as dit que tu avais, tu correspondais un peu à ce profil de reconversion professionnelle puisque tu l'avais connu. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Donc je m'appelle Virginie Emelsout. Je vais avoir 60 ans à la fin du mois et je suis chef d'entreprise maintenant depuis 10 ans. Une reconversion professionnelle, on va dire un petit peu avec un coup de pied au derrière, mais qui m'a été, je ne peux pas dire bénéfique, mais en tout cas ça m'a ouvert les yeux sur ce que je ne voulais plus. Ça c'était une évidence. Un patron qui vous dit fais comme ci, fais comme ça, même si tu vas dans le mur, il te dit d'y aller, et puis après il dit tu vois ça marche, ouais enfin j'y suis pas allée comme tu m'as dit, mais attends je suis le chef, oui mais j'avais pas envie de me prendre le mur. Et puis là donc voilà, donc j'ai dit plus de patron, je veux être mon propre chef, au moins on sait pourquoi on se lève le matin. Ah oui ça c'est sûr. Le coup de pied derrière on se le met toute seule, ça va beaucoup plus vite. Et puis j'avais envie d'essayer, de voir si c'était possible pour moi, donc je travaille depuis l'âge de 16 ans, donc j'avais quand même un passif professionnel. En tant que salarié du coup. En tant que salarié, voilà, donc j'ai démarré à mes 16 ans parce que je suis ce qu'on appelle une enfant HP, au potentiel, et un peu un électron libre dans une classe, donc ça ne plaisait pas trop à l'époque au professeur qui avait un peu de mal à me gérer. Et on a toujours dit à ma maman, oui alors coiffeuse esthéticienne, et je n'ai rien contre les coiffeuses et les esthéticiennes, j'en ai besoin, merci. Mais c'était très dégradant de dire ça. De toute façon, c'est des métiers qui recrutent, elle aura toujours un job. Et ben, je suis désolée de vous contredire, mais aujourd'hui je suis chef d'entreprise. Et donc c'est une belle revanche contre ces gens qui n'ont jamais cru en moi, entre guillemets. Mais moi j'ai toujours cru en moi. Parce que j'ai cette niaque, j'ai cette envie. Et je trouve que c'est véritablement un leitmotiv de se dire qu'on est capable. De toute façon, on peut tout faire dans la vie. C'est juste une question d'envie. C'est juste une question de se donner les moyens et d'arrêter de se dire non mais de toute façon j'y arriverai pas. Ah ouais, alors à force de se dire ça, l'inconscient qu'est-ce qu'il entend? On n'y arrivera pas. Et toute la journée il vous dit non mais n'y va pas, tu n'y arriveras pas. Par contre si on inverse la tendance et qu'on dit on va y arriver, de toute façon je ne peux que y arriver, il n'y a pas d'autre solution, c'est je vais y arriver, on y arrive. Voilà. Et donc du coup, toi en fait tu dirais que finalement tu étais dans un système où tu étais un peu à part par rapport à ta personnalité et ton comportement, donc on te disait finalement que tu n'allais pas faire grand chose, mais comment toi tu as fait pour garder cette confiance? C'était dans ton caractère tu penses? Je crois. Ou tes parents Alors mes parents ont toujours été, ça je les remercie, mon papa m'a toujours laissé le choix, on va dire. Je me souviens quand j'ai quitté l'école en 3e. D'accord. C'est très jeune. C'est super jeune, ouais. J'ai quitté l'école en 3e et j'ai dit à mon père, écoute, j'en peux plus. L'école, c'est plus possible pour moi. Ils me comprennent pas. De toute façon, je m'ennuie en cours. Mais je m'ennuyais. De toute façon, je comprenais. J'allais trop vite. Mais à cette époque-là, à mon époque où j'étais à l'école, on n'écoutait pas à ces enfants-là. Pour nous, c'était très mal connu, c'était mal vécu parce que on était à l'encontre de la parole du professeur. Ça ne se fait pas. En plus, moi j'étais dans des institutions religieuses, donc oula, encore moins. Donc je me sentais cassée, brimée, et moi ça n'allait pas dans mon caractère. Et comme j'avais un caractère très enjoué, très joyeuse, moi j'aime tout le monde, je suis bien avec tout le monde, et je ne comprends pas que l'on juge et qu'on puisse dire aux gens tu vas faire ça. Non, je suis un carré qui ne rentre pas dans un rond. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Ou un triangle dans un rectangle. Si un triangle dans un rectangle, ça rend. Parce que j'ai fait un peu de maths et je n'étais pas trop mauvaise. Mais un carré dans un rond, il y a des points, ça ne passe pas. Donc moi, j'étais un peu cet enfant qui, on ne sait pas trop où on va la mettre. On la pousse un peu dans un coin et puis voilà. Et on lui dit, bon allez, mettez-la au fond de la classe, ça ira bien comme ça. Et donc, très vite, j'ai fait pléthore de métiers. Je crois que tu n'aurais pas assez de ton... du format pour pouvoir mettre, mais bon j'ai démarré quand j'étais très jeune, j'ai démarré comme mannequin parce que voilà, j'étais grande, j'étais mince, j'ai eu l'opportunité de faire des photos, de faire du mannequinat, donc j'ai adoré parce que j'étais libre, je faisais ce que je voulais, donc ça c'était plutôt top. Après j'étais modèle aussi beaucoup pour la coiffure,
Donc ça, je trouvais que c'était très sympa, Ouais. parce qu'en même temps, on vous met quand même, voilà, vous êtes Pour tout le en temps valeur, très ouais. jolie, donc ça, c'est top. Après, j'ai travaillé dans des boutiques de fringues, plusieurs sur la métropole lilloise, où j'ai adoré parce que j'ai appris plein de choses. La relation client, la gestion des stocks, faire la caisse, enfin toutes ces choses-là qui, voilà. Et les gens m'ont fait confiance, donc moi j'y suis allée à fond. Et puis en parallèle, mon père m'avait dit, écoute, t'arrêtes tes études, je suis d'accord, mais il faut quand même que tu trouves une formation, parce que sinon, je t'ai inscrit à la rentrée de 7 ans en sidérurgie, une classe de 30 garçons, et il y a une fille. C'était son meilleur pote à l'époque, qui avait une école de sidérurgie à l'homme. D'accord. Quand il m'a dit ça, j'ai fait, oups. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de Crous. Il n'y avait pas Internet. Hein. Moi, je suis la génération sans Internet. On avait les bordages 24 volumes. Enfin, voilà. Pas de ça. Donc, j'ai pris mon sac, un bus. Je suis allée à Lille. Et je suis allée à l'époque, c'était la mairie de Lille. Et je suis allée voir le truc d'orientation, voir un peu ce que je pouvais faire. Et la jeune femme m'a donné un prospectus sur la Croix-Rouge française. Parce que j'adorais les enfants. J'adorais m'occuper des enfants. Et apparemment, j'avais un très bon contact avec les enfants. Donc, je suis allée à la Croix-Rouge française. J'ai rencontré, je me souviendrai toujours, la directrice qui a été adorable avec moi, qui m'a bien écoutée. Déjà, elle a été surprise de voir une jeune fille arriver sans ses parents. Donc, je lui ai expliqué mon cas. Je lui ai dit, voilà, je suis comme ça, mais apparemment, j'aime les enfants. C'est quelque chose qui se passe très bien. Donc, est-ce qu'il y a un métier qui me dit, écoutez, vous pourriez très bien, en sortant de 3e, vous pourriez très bien faire auxiliaire de puériculture. Bon, je me dis, allez, go, ça ou la sidérurgie. Je crois que le choix est vite fait. Donc je suis rentrée chez moi, je dis à mon père, papa, je suis prise, mais il faut que vous veniez avec moi pour faire les papiers et puis payer aussi un peu la scolarité. Hein. Mais je suis prise à la Croix-Rouge française. Mon père était très fier de moi, il m'a dit franchement, chapeau, tu t'es bien débrouillée. Donc je suis allée à la Croix-Rouge française. J'ai fait mon année d'études, c'était en 1 an. Voilà. Je discutais plus avec les médecins qu'avec... parce que voilà, j'étais très attirée par la connaissance, par... T'étais curieuse en fait. J'étais hyper curieuse. Donc je me faisais souvent reprendre parce que je n'étais pas avec les autres auxiliaires, j'étais souvent à discuter avec les internes, les externes, les médecins, parce que je posais plein de questions. Mais bon, j'ai eu mon diplôme sans aucun problème. Et là, je m'étais inscrite à la mairie de Lille pour rentrer en crèche, parce que c'est ce que je voulais. Au début, j'ai pas trouvé, donc j'ai fait des petits remplacements dans des crèches. J'ai travaillé à l'hôpital, enfin voilà, j'ai fait des petites choses comme ça pour dire de ne pas rester sans rien faire. Je continuais à faire un peu de mannequinat à côté, donc c'était bien parce que ça me permettait de, voilà, d'ajouter un peu de... Un job un peu alimentaire, un petit job alimentaire, mais moi j'aimais beaucoup ce que je faisais en plus. Et puis je suis rentrée ensuite à la pouponnière de la mairie de Lille. Donc là c'était un peu plus dur parce que c'était des enfants à caractère sanitaire et social, donc avec des enfants trisomiques, avec comment dire, des pathologies un peu lourdes quand même. Et que les parents du coup... Et que les parents déposaient le matin, reprenaient le soir en ambulance. Oui, alors on en avait qui étaient placés parce que le retrait du juge, enfin voilà, des choses un peu plus compliquées. Ouais. J'ai eu le premier enfant qui avait le sida. D'accord. Tout premier enfant, suspicion de sida parce que les parents l'avaient. Ça a été très drôle parce que nous on était encore aux couches avec les épingles à nourrice, donc là on a eu droit à des couches en tissu, parce que interdiction de se piquer ou quoi, ok. Je me souviendrai toujours, ça fait un tollé, il y avait des auxiliaires qui ne voulaient pas s'occuper de cet enfant. Moi je dis, bah attendez, moi, je vais m'occuper, je m'étais renseignée tout de suite, ayant été dans le médical, ayant aussi dans ma famille du médical, je me suis renseignée, je dis est-ce que je risque quelque chose, on m'a dit non, à moins que tu te piques, qu'il y ait un contact sanguin, mais faudrait vraiment que... Bon, j'ai dit ok, donc j'ai dit moi je m'en occupe, c'est pas un problème, puis ce gamin n'y était pour rien, c'était un nouveau-né, enfin bon, il avait déjà... Il n'arrivait pas avec toutes les chances sur Terre, donc je me suis occupée. Et puis j'ai fait ça pendant 10 ans. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans à la pouponnière de Lille, et puis un jour une copine m'a dit écoute, pourquoi tu ne deviens pas déléguée médicale? J'ai dit bon, déléguée médicale, ok, pourquoi pas. Elle me dit écoute, en ce moment ça recrute à tour de bras. T'as la niaque, t'as la tchatch, ça va aller, ça va bien se passer. J'ai dit ok, bon, la pouponnière n'était pas ce qu'il y avait de plus fun, hein. On avait une directrice qui était un peu hard. Tous ceux qui ont travaillé doivent le savoir et s'en souviennent encore. Et donc j'ai fait l'entretien, j'ai fait 2 entretiens pour 2 laboratoires différents et j'ai été pris dans les 2. Et donc là c'est en mon âme et conscience que j'ai choisi mon laboratoire, plus par affinité de cœur que par salaire ou quoi. Parce que voilà, c'était pas pour moi le critère déterminant. Et donc là je suis allée très fièrement donner ma dème à la pouponnière, trop fière, trop contente de lui donner ma dème. Et j'ai commencé, donc j'ai fait je sais plus 8 ou 12 semaines de formation, j'adorais parce que je reprenais des cours, je réapprenais des choses, c'était passionnant, c'était passionnant. J'ai fait ça, puis après on m'a lâchée dans la nature,
avec ma nouvelle voiture de fonction et donc je suis partie voir les médecins. Okay. Puis là, c'était génial parce que je discutais avec eux sur des pathologies, des produits, des cas concrets, des choses. Ça m'a vraiment passionnée. J'ai fait ça aussi pendant une dizaine d'années. Okay. J'ai fini ensuite, j'étais hospitalière, responsable hospitalière, donc j'allais voir les médecins à l'hôpital. Donc je voyais là que les professeurs, les internes. Enfin, j'étais vraiment. J'adorais ça. J'adorais ça. Je rencontrais des collègues que je vois encore aujourd'hui. C'est ça qui est complètement dingue. C'est que malgré les années, il y a des gens qui se sont reconvertis comme moi dans les mêmes milieux. Okay. Donc on a eu des reconversions un peu dans les mêmes branches et on s'est retrouvés. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc j'ai fait ça 10 ans. Et là, un problème de dos m'a cloué au sol, mais on peut le dire comme ça. J'ai eu une opération du dos qui n'a pas réussi, avec un greffon, enfin ça a été un peu complexe. Je me suis retrouvée 2 ans presque paralysée. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve ce qui se passait. Donc j'ai travaillé avec mon ostéopathe à l'époque. Ouais. Et puis c'est le médecin de la sécurité sociale un jour qui m'a dit « Mais vous en avez plein de dos de quoi ?» Et ça a été le tilt. J'ai divorcé. Première chose, la plus importante. J'ai divorcé. J'ai repris ma vie en main. Ok. Et là, je me suis révélée que mon problème de dos, c'était rien. Enfin, l'ostéopathe l'a réglé en. Il m'avait dit, écoute, on en a entre 3 mois et 6 mois, en même pas 3 mois. Alors qu'on m'avait dit que j'aurais plus d'enfants, je pouvais plus faire de la moto, enfin, je pouvais plus rien faire. En fait, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que limite, c'est plus psychologique. C'était psychologique. Que vraiment, il y avait un mal réel. Alors, il y avait, parce que les radios le montraient bien, j'avais vraiment un truc, et puis je le sentais, j'avais très très mal. Mais le côté psychologique a vachement joué sur ma force de récupérer. Et aujourd'hui, je refais du cheval, je refais de la moto, j'ai eu un enfant. Ok, donc finalement, tout va bien. Déconseillé, ça avait faux. Donc voilà, donc là, je me suis retrouvée donc, à plus pouvoir faire ce job-là. Donc là, on m'a proposé, un voisin à l'époque où j'habitais m'a proposé de travailler avec lui pour le cinéma, pour vendre de la publicité au cinéma. Donc j'ai commencé avec lui, puis je me suis pas entendue avec la boîte. C'était pas, non, ça n'allait pas, c'était pas du tout dans mes valeurs. Donc, et là, tu commençais un peu un rôle commercial ou tu l'as déjà eu peut-être un peu dans les magasins? Dans les magasins, j'avais déjà ce rôle d'aller vendre, donc j'avais déjà ce rôle commercial. Mais là, j'avais vraiment un rôle de gérer un portefeuille client. Et d'aller voir mes clients pour, comme je leur vendais de la pub au cinéma, il fallait que je sois, bon voilà, et que après je fasse faire les tournages. Donc j'avais tout ce côté aussi tournage qui était très intéressant pour moi. Un peu créatif, ouais. J'ai adoré ce côté créatif d'imaginer le spot pub, d'imaginer comment on allait tourner ça. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Et donc j'ai fait ça pendant une année, je crois, puis j'ai dit non, j'arrête, c'est pas pour moi. Et là j'ai une amie à moi qui me dit, écoute, il y a Mondadori à l'époque. Donc c'était EMAP, Mondadori, c'est les journaux, Téléstar, Télépoche, Biba, tout ça. Il y a une de leurs commerciales qui part en congé maternité et ils ont besoin d'une remplaçante. Moi j'ai dit ok, pourquoi pas, de toute façon j'étais au chômage. Je me suis dit, qu'est-ce que je risque? Pas grand chose, je vais y aller. Donc j'y suis allée. Le directeur m'a dit banco. Et en fin de compte, je ne le remplaçais pas à un congé maternité, mais 2 congés maternité. D'accord. Parce que celle qui était en congé maternité était déjà partie et celui qui l'avait remplacé, ça n'allait pas, il était parti. Et quand je suis arrivée, la deuxième, Sophie avait un très très gros bidon. Et je lui dis, mais attends, je remplace toi. Non, elle me dit, tu remplaces elle, qui n'est pas là, ok, mais moi je m'en vais dans 15 jours. Ah, bah écoute, au moins comme ça, je vais être dans le bain tout de suite. Ah oui, c'est sûr, ouais. Là, j'étais plongée dedans, donc elle m'a appris ce qu'elle a pu en 15 jours. Et mon directeur m'a dit, écoute, on est en juin. Juillet, août, tu sauves les meubles. Il n'y a pas d'édition spéciale de trucs, donc tu sauves les meubles, tu prépares pour la rentrée. Et puis ensuite, moi, je reviens et je serai là pour t'épauler, il n'y a pas de problème. Donc, juillet, août, j'ai sauvé les meubles. Voilà, tout allait bien. Septembre, lui, enfin, il est revenu et tout s'est très bien passé. Et j'ai fait ça pendant, je ne sais plus combien d'années, un paquet d'années. Et puis là, entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu un petit garçon, enfin voilà. Et puis... là, mon mari à l'époque a eu une mutation pour partir en Inde. D'accord. Je me suis dit, why not? Donc moi, j'ai décidé de demander mon départ pour pouvoir le suivre en Inde. Et en fin de compte, ça ne s'est pas fait. Ah. Mais moi, j'avais négocié mon départ. D'accord, tu ne pouvais plus revenir en arrière. Donc, je ne pouvais pas revenir en arrière. Et donc, j'ai dit, bah, c'est pas grave. Et là, toujours ma copine, on est dans les milieux, et elle me dit, écoute... il y a le journal 20 minutes qui recrute. Puisque la responsable du bureau régional de Lille s'en va
Et ils cherchent une remplaçante pour être avec la chef de produit, enfin la chef de pub qui est là actuellement. Et donc, si ça t'intéresse, donc moi ayant de l'expérience quand même d'un paquet d'années, je suis allée à l'entretien et j'ai été prise. Donc j'ai intégré 20 minutes, les bureaux à Lille, et donc je me suis occupée de vendre les espaces publicitaires pour l'institutionnel, les grandes enseignes, les choses comme ça. J'ai adoré, j'ai fait ça pendant, je sais plus si c'est 4 ou 5 ans, 4 ans et demi. Mais vraiment j'ai adoré, je vivais 20 minutes, je respirais 20 minutes, c'était un truc, j'ai adoré mon job, j'étais vraiment à fond dedans. Puis un jour j'ai pas tout compris, parce qu'un jour mon directeur est venu au café de la gare, ça c'était vachement moins cool, je l'ai vachement moins bien vécu, et il m'a dit qu'il allait se séparer de moi. Aucun signe avant-coureur, que dalle. J'ai pas bien compris, parce qu'au café de la gare c'est un peu violent. Oui. Effectivement, c'est pas le meilleur endroit. C'est pas le meilleur endroit pour dire à quelqu'un qu'on se sépare. C'est vrai, c'est vrai. Et donc là, bon, bah, bien évidemment, moi j'étais pas bien du tout. Alors je suis désolée, mais bon, je suis allée au prud'homme et j'ai un petit peu gagné, je crois. Voilà. Mais quand on se sépare des gens, il y a des façons de faire. Bien sûr. Même le DRH ne savait pas de quoi il parlait et la façon dont il m'a viré, c'était pas propre du tout. Donc c'est pas grave, je suis partie. Et du coup, tu as eu le fin mot de l'histoire? Est-ce que c'était. Non, je ne l'ai pas eu. Un problème de personnalité? Oui, je crois que c'était un problème de personnalité. Juste ça, quoi. C'était juste ça. Mais je sais que je peux déranger. Mais c'est pas grave, je suis comme je suis entière et je vais pas me changer pour les gens. Bien sûr. Et c'est là qu'un ami à moi m'a dit, écoute Virginie, pourquoi tu t'acharnes à être salariée? Crée ta boîte. D'accord. En fait, non, tu as été déçue. Ils t'ont déçu? Ils m'ont déçue et puis surtout, ils m'ont blessée dans ce que j'étais et dans ce que je faisais pour eux. Parce que je donnais tellement à cette boîte que j'ai pas compris pourquoi on se séparait de moi. J'ai pas compris parce que j'ai trouvé ça très, très injuste et en même temps d'une violence. Est-ce qu'ils avaient des choses à te reprocher concrètes? Quand on a fait l'entretien préalable au licenciement avec la personne qui représentait le syndicat et qui me connaissait très très bien, ils ont donné pas mal de faits et à chaque fois je leur ai dit mais c'est pas mon dossier. Donc en plus ils se gourraient de dossiers. Mais je dis c'est pas mon dossier. Donc ils se regardaient tous les deux, ils disaient mais attends c'est pas son dossier. Mais non. Je dis moi je suis référente de l'agence de com, mais c'est le client qui est décisionnaire et le client c'est l'autre qui l'avait. Donc moi j'ai fait mon appui auprès de l'agence, mais le client décisionnaire c'était l'autre commercial qui devait faire l'appui. S'il l'a pas fait c'est pas de mon ressort. Je ne suis pas sa supérieure hiérarchique. Donc ça n'a été que ça à chaque fois. Je disais rien, puis je disais c'est pas mon dossier. Donc au bout d'un moment, on a dit bon on arrête parce que je crois que c'est pas le dossier. Donc voilà. Donc j'ai dit si c'est tout ce que vous avez contre moi, c'est pas grand chose. Ça va pas aller. Donc voilà. Et là, je me suis posé la question. Donc j'ai fait mon brainstorming, j'ai commencé à regarder. Ce qui m'était proposé était très très original puisqu'on allait sur un terrain qui était très innovant il y a 10 ans. Aller sur de la visite virtuelle il y a 10 ans. Donc avoir une agence de com, mais créer de la visite virtuelle, créer de la réalité augmentée, des choses complètement dingues. Juste là, je te coupe. Donc quand tu parles de réalité virtuelle, donc t'es plus dans le métier que tu as occupé. Là, c'est quelqu'un qui te dit, on recherche, crée ta boîte dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine qui est recherché. D'accord. Et lui, il créait ça dans le sud de la France. Ok. Il me dit, je crée ça avec mon fils dans le sud de la France, et si tu veux, on peut t'aider à le créer dans le nord. Ok. Parce que nous, on le fait déjà, et son fils avait un petit peu d'expérience, donc je fais mon étude de marché, et je m'aperçois que oui, c'est quelque chose qui est très dans la tendance, il y a 10 ans, alors aujourd'hui encore plus, le digital, comme ça, quoi. Donc je fais mon étude, je me dis, bon, ok, je regarde pour monter ma société, et puis eux, ça leur a donné l'idée de créer une franchise. Ok. Donc j'étais la première, j'étais le bêta-test, en fin de compte, donc j'ai tout testé, j'ai tout testé, j'ai fait le bêta-test jusqu'au bout, ok. Et donc j'ai démarré il y a 10 ans avec eux, et je me suis lancée là-dedans. Et même en étant avec eux, mes clients me demandaient des choses en plus. Et c'est là que je me suis aperçue que ma posture donc de dirigeant, parce que j'ai créé ma boîte comme alors agence de conseil, parce que c'était du conseil, de la stratégie, voilà, parce que digital n'existait pas il y a 10 ans. La nomenclature n'existait pas. Et communication. Et donc je me suis aperçue au fur et à mesure que mes clients me demandaient de plus en plus de leur donner des conseils en communication, community manager, marketing digital, enfin plein de choses. Et donc j'ai commencé à travailler un petit peu plus et à élargir un peu mon champ des possibles. Et à faire en sorte que mes clients, je puisse leur répondre et leur donner satisfaction à leurs questions.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'étoffer. Et c'est comme ça que j'ai créé ma boîte et que depuis 10 ans, ben, j'apporte plein de solutions à mes clients. Voilà. Alors, la visite virtuelle, la franchise s'arrête pour moi, ça fera 10 ans, c'est très bien. La franchise va s'arrêter, voilà, et puis la franchise, de toute façon, s'arrête pour tout le monde dans ce groupe-là, parce que ça change complètement de braquet. Okay. Ils vont rester là-dedans, mais en tout cas, lui ne veut plus de franchisé, donc bon, c'est tout. Donc ça s'arrête. Moi, je vais continuer, mais sur d'autres parties, sur d'autres, parce que je sais faire et que, de toute façon, les clauses de non-concurrence n'existent plus aujourd'hui, puisque l'État interdit que l'on empêche aux gens de travailler, sauf si on paye pour que les gens aient la même chose que s'ils avaient pu travailler. Donc il y a très peu de sociétés qui payent les clauses de non-concurrence, c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner. Et donc même si j'avais envie d'en faire, mais je ne sais pas, j'en sais rien. Moi c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai fait comme évolution au cours de toute ma vie et toute ma carrière, on est aussi venu me chercher comme professeur, comme consultante en école. Ça c'est un domaine que j'affectionne, mais alors je kiffe, il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi? Parce que cette génération qui arrive, c'est les futurs entrepreneurs de demain. Et je suis désolée, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je m'en fous, parce que mon franc-parler a toujours été comme ça et j'en changerai pas. Un professeur qui ne fait que donner cours dans sa matière, ne connaît rien de la réalité du terrain, n'est jamais allé face à un entretien pour aller vendre un produit, pour aller négocier un prix, pour aller négocier... Ils sont dans la théorie uniquement. Ils sont uniquement dans la théorie, il n'y a aucune pratique. Aujourd'hui, les écoles, et notamment moi je donne cours en bachelor 1, bachelor 2, bachelor 3, master 1, master 2, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des entrepreneurs qui ont une réelle expérience du terrain et qui sont en capacité d'apporter à leurs étudiants des vrais cas concrets. Moi, quand je travaille avec mes étudiants, je leur fais travailler des cas concrets de mes clients. Et ensuite, je propose leurs cas à mes clients. Je dis, voilà ce que mes étudiants ont travaillé pour toi, est-ce que ça t'intéresse? De façon à ce que l'étudiant puisse aussi être mis en valeur. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas meilleure pédagogie que de les mettre en réalité terrain. La théorie, ça va bien 2 minutes, mais moi, si c'est de la théorie, je fais quoi? Il ne faut pas être bête. Hein. YouTube, l'intelligence artificielle, et le cours, il est fait. Et qu'est-ce que je vais leur apporter, moi, de concret? C'est ce que me disent mes étudiants. Avec vous, on est dedans, quoi. On a le client, le sujet, on sait ce qu'on doit faire, et on y va, quoi. Et là, je les fais travailler leur intelligence, leur créativité, tout ce qu'on leur apprend en théorie, moi, je le passe en pratique. Moi, c'est ça que j'adore. Donc aujourd'hui, j'ai 12 classes. C'est pas mal, hein? Ouais, donc je suis prof à Toulon, je suis prof à NIPAC, Bachelor Factory, et je suis prof à MBA. Et j'ai d'autres pistes, mais pour l'instant, j'ai déjà celle-là. Moi, quand j'entends ce parcours extrêmement riche et varié, je me pose des questions. C'est-à-dire, par exemple, comment est-ce que tu as été, quand tu dis que tu as fait vers l'expérience virtuelle, concrètement, tu n'avais pas vraiment d'expérience à ce moment-là. Et ça ne t'a pas fait peur? Absolument pas. Non. Et alors, comment du coup tu t'es formée? Alors, c'est eux qui m'ont formée. Ils sont, ok, d'accord. Voilà, donc eux m'ont formée. Donc, moi, je me suis renseignée, bien évidemment. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Et puis, eux m'ont formée. Donc, on travaille. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je dis toujours, chaque métier a sa spécificité. Moi, je suis commerciale dans l'âme. Je suis chef d'entreprise maintenant. Et donc, moi, mon métier, c'est pas la technique. Donc, la technique, c'était eux. Moi, je travaillais avec un photographe pro. Donc, le photographe faisait son job. La technique était faite par le siège de la maison de franchise. Et moi, je m'occupais de toute la partie... Tu coordonnes, finalement. Voilà. Moi, je coordonne. Je vais chercher les clients. Je monte le dossier. Je fais le cahier des charges. Je suis sur tous les shootings. Parce que je fais tout. Je transmets ça pour que la technique soit faite. Et ensuite, je fais la restitution à mon client. Voilà. Et donc, tu as une grosse, finalement, part de commercial et un peu de gestion de projet. Gestion de projet, technique, parce qu'il faut avoir l'œil tout de suite de savoir comment est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut le prendre comme ça, est-ce que la luminosité est bonne. Et pareil, finalement, ton passé de mannequin te sert, puisque tu as appris à poser pour les photos. Donc exactement. J'imagine que ça te sert aussi. Ça me sert pour les gens, comment ils se mettent, comment ils sont, voilà. Tu vas le voir beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Je fais aussi du home staging, donc il faut faire hyper attention à comment sont positionnées les choses. Je fais attention aux petits détails, la petite miette, le petit papier, le petit machin, je le vois tout de suite. Ça, c'est devenu véritablement quelque chose qui est qui fait partie de moi. Et donc ça m'a plu tout de suite. Et puis après est arrivé, donc le côté community manager, les réseaux sociaux, parce que je m'y suis mis aussi, j'étais aussi obligée. Donc là, comment t'as fait finalement? Puisque c'était nouveau, j'imagine. Alors, j'ai toujours aimé les réseaux. J'ai toujours aimé les réseaux parce que c'est quelque chose qui est quand même, dans l'air du temps, pas de ma génération du tout. Mais moi, ça m'a toujours intriguée. Donc je me suis toujours intriguée.
il fallait que je comprenne. Donc je me suis renseignée, je regarde beaucoup de tutos, je regarde beaucoup de gens, que ce soit sur YouTube, des choses comme ça, j'adore. Je suis très curieuse, donc moi ça me va bien. Et puis j'ai regardé les community managers faire, hein, je veux dire, moi j'ai eu des équipes ici, donc dans mon agence, j'avais entre une, on est monté jusqu'à 5, donc j'avais des personnes autour de moi et je regardais comment ils faisaient. Et c'était très intéressant pour moi de voir un peu. Et aujourd'hui, je continue à regarder. Je continue à regarder sur Instagram, des gens qui vous donnent des conseils, sur YouTube, sur Facebook, alors beaucoup moins, parce que Facebook, malheureusement, bon, c'est plus ce que c'était. Ça me perd déjà un peu. Et puis, au fil de mes années d'expérience, je suis devenue formatrice LinkedIn. D'accord. Parce que pour moi, LinkedIn, ça fait 20 ans que j'utilise. J'utilise depuis le début. Ça a toujours été pour moi, il y avait quelque chose à ce réseau-là. Mais personne ne l'utilisait de la même façon qu'on l'utilise aujourd'hui. Et le déclencheur, ça a été la pandémie. Parce que pendant la pandémie, je me suis aperçue que beaucoup de gens ne savaient pas l'utiliser. Qu'il y avait énormément de gens qui ne savaient pas. C'est pas un Facebook, c'est pas un Instagram, c'est pas un Twitter. C'est un réseau B2B à part. Et donc, je me suis énormément documentée. J'ai eu la chance, l'honneur de suivre tous les midis une visio avec Bruno Friedlansky, qui est le maître à penser de LinkedIn. C'est lui qui a écrit des bouquins sur LinkedIn et moi je les ai en table de chevet. Et c'est en français? Oui. Donc moi je le suis sur LinkedIn bien évidemment et j'ai écouté tous ses conseils, j'ai pris beaucoup de notes, et j'ai fait, mais je crois que j'ai fait, je sais pas, je donnais des formations LinkedIn de 8h du matin à 8h le soir pendant la pandémie, en visio, sur Zoom. Et les gens m'ont dit merci. Il y en a qui ont vraiment vu la différence entre le avant et le après. Et donc aujourd'hui, je le donne aussi à l'école. Je forme les écoles pour que les étudiants sachent comment aller chercher un stage, sachent comment avoir un profil impactant, parce que c'est ça aujourd'hui qu'il faut. Moi, c'est ce que je leur dis régulièrement. Vous achetez une page de pub. On va faire un truc, mais c'est un exercice qui est très basique. Tu achètes une page de pub, d'accord, pour faire ta promotion. Ok? Tu payes. Donc cher, hein, parce que les pages de pub ça coûte un peu d'argent, et tu donnes jamais le fichier, ta page de pub. Donc ta page de pub elle sort blanche, mais tu as payé. Et l'impact, zéro. LinkedIn c'est la même chose. Ils mettent une photo, pas toujours la photo qu'il faut, et la bannière, on la laisse grise. La bannière c'est la page de pub. Si on ne sait pas remplir sa bannière comme il faut, si on ne sait pas ce qu'il faut mettre dessus, pareil que sur un post, si on ne sait pas les hashtags qu'il faut mettre, si on ne sait pas comment on rédige la rédaction d'un post LinkedIn, si on ne sait pas comment aller taguer les gens et comment interagir avec une communauté, eh ben, on achète des pages de pub et on ne donne pas le fichier. C'est exactement comme ça. C'est très terre à terre, mais c'est concret. Les gens, ça leur parle bien là. Et je leur dis, formez-vous. Déjà, ayez un profil LinkedIn impactant, que l'on va voir, que l'on va reconnaître. On va savoir ce que vous faites. Moi, sur mon profil LinkedIn, je ne parle pas de ce que je fais dans l'agence, je parle de mes compétences, de ce que je suis capable de donner à mes clients. C'est vachement plus parlant. Tout le monde sait ce que c'est qu'une agence de com, normalement. Mais par contre, mes compétences, tout le monde ne les connaît pas. C'est pas forcément celle d'une autre agence. Et voilà. Donc moi, je mets en avant plutôt mes compétences. Et c'est ce que j'apprends aux étudiants. Et j'ai des étudiants qui déchirent parce qu'ils arrivent très très vite à monter en compétences, à avoir quelque chose qui marche. Et quand ils font un post, eh ben, ils me disent oh, j'ai eu des likes, j'ai eu des commentaires. Parce que bon, Bruno dirait no like challenge. On ne like pas un post si on ne le commente pas. Pourquoi? Parce qu'il faut interagir avec la communauté. Et mettre un like, ça ne sert à rien. Mettre un like, ça sert à quoi? Oh, on a mis un like, on est content, on n'est pas sur Facebook. Par contre, mettre un commentaire incite l'autre à répondre aux commentaires et on entame comme ça des conversations intéressantes. Et c'est comme ça qu'on va créer un réseau. Et moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens que je forme. Alors, pendant la pandémie, ça a été drôle, j'en ai formé dans les dom-toms à Paris, enfin j'en ai formé dans la France entière. Et les gens m'ont dit, mais, et je vois leur profil, et leur profil, il fonctionne. Et il y a encore des nouveautés, parce que LinkedIn s'est énormément amélioré avec la pandémie. Ça a été vraiment pour eux un moteur. Et encore aujourd'hui, il y a des petites nouveautés qui sortent. Donc moi, je me tiens à jour, de façon à toujours donner les bons conseils. Et c'est pour ça que j'adore être aussi avec les étudiants, parce qu'ils m'apprennent autant que je leur apprends. C'est un vrai échange. Ils ont un œil neuf. C'est ça. Ils ont un regard qui n'est pas le même que le mien. Et moi, j'adore. Et ça t'enrichit finalement. Ah, moi, j'adore. C'est une nourriture spirituelle, mais qui est... Oh, moi, j'adore. Et puis, ça n'a pas de prix, je veux dire. Ça ne se quantifie pas, ça. Alors, il y a des étudiants qui ne parlent pas, parce qu'ils sont comme ça. Et il y en a d'autres où ça, déjà, ils m'appellent. Alors, le vouvoiement reste toujours parce que on a quand même cette relation professeur avec le respect. Mais ils m'appellent Virginie. Et la directrice, la dernière fois, elle me dit, mais tu sais comment il t'appelle? Non. Il t'appelle la Wonder Woman des réseaux.
Mais j'écoute, moi ça me fait plaisir parce que bah oui, c'est un compliment. C'est un compliment. Et quand il me voit passer, il me fait ouais, je suis arrivée à plus de 500 sur LinkedIn. Je dis bravo, championne, bravo. Et on leur donne des petits challenges comme ça, réalisables bien évidemment. Où là, elles me taguent tous, elles sont en train de trouver leur stage et elles me taguent parce qu'elles me remercient la façon dont elles ont posté leur demande de stage, comment elles ont eu. Et elles me taguent pour me remercier de les avoir aidées. Mais moi, je le fais avec beaucoup de plaisir parce que j'adore ça. Mais c'est bien parce que tu me fais penser que je vais te taguer quand je vais sortir ce podcast. Avec grand plaisir. Ouais, alors déjà, c'est faites un bilan de compétences. Oui, ça te paraît indispensable. Mais complètement indispensable. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir l'impression d'avoir une affinité avec quelque chose. Ouais. Et quand on fait le bilan de compétences, le pourcentage, il est infime. D'accord. Moi, je sais que je l'avais fait, mon bilan de compétences, et que j'avais été étonnée des résultats. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on est salarié, on demande un bilan de compétences, on va l'avoir, c'est payé par la boîte. Donc, il faut s'en servir. Il faut savoir qu'il y a des milliards qui dorment de formations qui ne sont jamais prises. Puis à un moment donné, le bilan de compétences, on y a droit, faisons-le. D'accord. On fait son bilan de compétences, alors avec des gens reconnus. C'est important de se faire recommander sur un bilan de compétences par des gens qui en ont déjà fait un et qui peuvent te dire, ok, là, tu es sur quelqu'un de bien. Parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Je suis désolée, mais on a un panier de crabes aussi, là où il faut faire un peu gaffe. Moi, je sais que personnellement, j'en ai une mauvaise image. Hein. Et voilà. Pour le peu que j'ai des amis qui l'ont fait, moi, j'en avais une extraordinaire et j'en connais des très très bien. D'accord. Donc après, on peut poser des questions et essayer de demander. Et c'est plutôt, moi, je dirais, par recommandation qu'il faut aller vers un bilan de compétences. Pas prendre le premier nom dans l'alphabet, parce que ça, c'est trop facile, mais plutôt recommandation. Donc le bilan de compétences, une fois qu'on a défini son bilan de compétences, il est important de faire une étude de marché. Donc là, si tu es entrepreneur et tu as une idée. Tu as une idée, oui, ça y est, tu as fait ton bilan de compétences, l'idée, elle est validée. Ce que tu as envie de faire, on te la valide dans ton bilan de compétences. C'est vraiment quelque chose qui ressort dans ton diagramme, il est là. Donc tu te dis, ok, c'est la bonne voie que je veux prendre. Mais là, il faut faire vraiment une étude de marché. Parce que si tu arrives là 101e ou là 110 millième sur un truc qui est déjà un peu saturé, ça peut être compliqué pour démarrer. Reprise de clientèle, pourquoi pas. Reprise d'un cabinet, pourquoi pas. Mais si on arrive sur un secteur qui est un peu charrette, un peu chargé, attention au démarrage. Si par contre on arrive sur des nouvelles technologies, il faut les maîtriser ou du moins faire en sorte de les maîtriser. Moi, je suis arrivée il y a 10 ans, c'était pas très compliqué, il n'y avait pas grand monde, hein. J'avais pas énormément de concurrents. J'arriverai aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. On n'est plus du tout sur le même train. Hein. Donc là, ça peut être super intéressant, c'est de se faire accompagner, de faire son bilan de compétences, de faire son étude de marché. Et ça, on peut se faire aider aussi. Et je crois que la CCI aide pour faire les études de marché, de façon à arriver avec un dossier béton. Et ensuite, on crée, alors pareil, là on reprend les piliers, le côté financier, le comptable va aider sur quelle société on crée. Quel type de société? Quel type de société? Bon, aujourd'hui c'est beaucoup plus des SAS, moi j'avais créé en SARL, mais il y a 10 ans c'était plus ça. Aujourd'hui c'est plus de la SAS, mais ça peut être au départ une auto-entreprise, et voir comment on évolue, puisqu'aujourd'hui on a doublé le plafond de l'auto-entreprise. Avant c'était 39 000 euros, je crois, maintenant c'est pas loin de 70 000 euros. Bon, voilà, sur une première année, si on arrive à faire ça, c'est déjà pas mal. Bon. Donc, déjà faire ça, peut-être en auto-entreprise, et ensuite, avec sa comptable, revoir et se poser la question, est-ce que je passe en SAS? Parce qu'après, c'est pas les mêmes choses. Il ne faut pas oublier qu'on a l'URSSAF, les impôts, en fonction de son code APE qu'on en aura, il peut y avoir la CIPAV ou d'autres organismes de caisse de retraite, voilà, machin. De toute façon, on est plus vache à lait en France, je suis désolée de le dire, mais on paye beaucoup plus qu'on ne gagne. Hein, quand on dit, ouais, mais les chefs d'entreprise, ils s'engraissent. Oui, alors c'est pas la panacée. Hein. Il faut savoir que dans les entrepreneurs d'aujourd'hui, il y en a un paquet qui vivent avec même pas le SMIC. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Donc, de dire qu'on gagne 10 000 euros par mois, alors qu'ils viennent me voir, hein, ils viennent frapper à ma porte parce que moi, je veux bien, s'ils ont une baguette magique, moi, je prends. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire que quand il faut payer la TVA, quand il faut payer tout ça, ça tombe tous les mois. Et c'est non négociable. Donc, il y a des moments où ça tire un peu et on se dit, oh, ce mois-ci... Et c'est pour ça que les 35 heures, moi, ça me fait hurler de rire. Parce que quand on arrive en fin de mois et qu'il faut aller chercher des sous, on y va aller chercher. Hein. On la met, la veste, hein, la fleur au fusil, mais on y va. Hein. On va frapper aux portes, on va passer les coups de fil, on fait en sorte d'avoir du boulot, quoi. Ni plus, ni moins.
Donc moi, je dis que l'accompagnement pour quelqu'un qui est en reconversion, c'est déjà se poser les questions de savoir si ce qu'il veut faire, c'est toujours pareil, c'est un truc très simple. Prends une feuille de papier, on la divise en deux, le positif ou le négatif. Et il va y en avoir, hein. Et on fait la balance. Et ça, on l'emmène avec soi chez son comptable, ou à la CCI, ou dans les clubs il y a des clubs qui aident pour entreprendre, et on y va avec ça. Et on regarde si la balance entre le positif et le négatif, parce que si elle est borderline, ça va être compliqué, hein. Si par contre il y a beaucoup plus de positif qu'il y a de négatif, ok, on y va. Après, moi, l'expertise que j'en ai aujourd'hui et de ce que j'ai fait, je reviendrai en arrière, je le ferai beaucoup plus tôt. Je créerai ma boîte beaucoup plus tôt. Et je ne sais pas si je créerai cette boîte, parce qu'à aujourd'hui, je vais avoir 60 ans, mais je pense déjà à ma reconversion. Et je pense à ma vie d'après. Et j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai envie d'arrêter mon agence, parce que je me dis que, voilà, la revendre, la céder, je ne sais pas encore. Je suis en train de voir ça avec ma comptable, parce qu'il faut aussi voir ces choses-là avec sa comptable. Bien sûr. Mais j'ai déjà un prochain projet. J'ai déjà un projet. Alors, je ne veux pas lâcher mes étudiants. Ça, pour moi, c'est vital. Je veux garder mes étudiants parce que je kiffe de faire ça. Mais j'ai un autre projet. Donc, je suis déjà, même moi, Qui est Est-ce que tu peux en parler? Non. J'ai envie de créer un truc pour les gens de plus de 40 ans. Voilà. Mais j'en dirai pas plus. Voilà. Mais j'ai cette idée en tête parce que ça fait longtemps. Moi, je suis quelqu'un qui adore vivre, profiter, sortir, boire un verre, aller au resto. Ben, je suis désolée, mais les trucs pour les gens de plus de 40 ans, il y en a pas. Et pour moi, c'est vrai que la rue de la Soif, c'est pas trop mon truc, bien que j'y suis allée et que voilà. Mais moi, cette course effrénée à la cuite rapido, à celui qui boira le plus, moi j'ai un peu de mal, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai envie, voilà, d'être dans un environnement un peu plus chaleureux, de pouvoir partager, discuter, manger un morceau, boire un verre, sans être bousculé par un mec ivre-mort qui va vous vomir dessus. Ça, c'est pas dans mon trip. Je vois bien ce que tu veux dire. Voilà. Donc j'ai une idée que j'ai déjà bien écrite, voilà, et j'écris 2 livres aussi. Tu as écrit 2 livres? Je suis en train d'écrire 2 livres. D'accord. Ah bah écoute, je vais continuer à te suivre, hein, parce que si toute cette discussion est mise dans un bouquin et élargie encore sur d'autres horizons, ce qui à mon avis ne m'étonnera pas, je pense que bouquin est sur... c'est super intéressant. Mon premier bouquin est sur ma vie. D'accord. Parce que j'ai vécu des choses complètement dingues, donc j'ai eu envie d'écrire ce bouquin un peu léger, on va dire, parce que je trouve ça très drôle aussi. Parce que j'ai aucun tabou avec ça, donc moi j'ai voulu mettre un peu de légèreté pour justement libérer la parole de la femme aussi. Qui a souvent été un peu non, t'es une femme, tais-toi, t'as pas le droit de parler. Et le deuxième livre racontera l'histoire d'une jeune fille, voilà, qui a une vie pas facile et que j'ai pris sous mon aile. Je suis devenue, on va dire, sa maman de substitution. D'accord. Et je vais raconter son histoire parce qu'elle m'a permis de raconter son histoire et j'espère que je pourrai en faire un film. D'accord. Parce que cette histoire, à mon avis, je sais même la réalisatrice. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais. Parce que c'est un thème qui lui parlera, mais waouh! Et donc voilà, donc je suis dans ça, et puis j'ai encore plein d'envies, voilà, mon rêve c'est de faire du cinéma, je sais pas pourquoi, mais je rêverais d'avoir un petit rôle dans le cinéma. Ça serait, je bouclerais la boucle, tu vois, j'ai fait du mannequinage, j'ai fait des pubs, j'ai fait de la radio, mais j'ai pas fait de cinéma. Alors je me dis, il me manque ça manque. C'est un petit truc qui me manque et je me dis pourquoi pas. Même à 60 ans, on peut faire du cinéma. Hein. Il y a des fois des petits rôles. Empêcher, hein. Et puis il y a plein de productions qui se font à Lille. Voilà. Donc je me dis pourquoi pas. Ça serait voilà, le Graal. Ce serait ça pour moi. Ma quête du Graal, ça serait de finir et de faire voilà. Je sais qu'on m'a redemandé pour refaire du mannequinat. Parce qu'aujourd'hui, oui, les femmes un peu atypiques ou les profils un peu atypiques. Donc là, je sais que je vais faire un défilé avec une de mes écoles. Donc j'ai trouvé ça très drôle. Super, ouais, c'est génial. Et puis je me suis remis, on m'a demandé de me remettre dans une agence de mannequins pour les femmes de plus de, voilà. J'ai fait aussi un projet, donc cette superbe photo, j'ai fait un projet avec une nana qui est dans mon groupe de business, Delphine de Marc, qui a un studio, c'est Studio 508 Portraits, et qui révèle les femmes, qui a pour mission de redonner la beauté à toutes ces femmes qui ne se sentent pas belles. Alors, pas que je me sentais pas belle, mais on a fait un shooting avec elle extraordinaire, et les photos qui en sont sorties, c'est ma photo de profil LinkedIn. Il y a d'autres photos un peu plus intimistes que je
garde pour moi. Et ça a été le déclencheur aussi de me dire je peux encore être face caméra et être face défilé, j'ai fait une pub pour un truc de chirurgie, je sais plus quoi, un copain qui m'a demandé. Sur le coup, j'ai dit, mais il m'a dit, si, justement, il me faut une femme d'âge, pas une gamine, parce que la gamine, elle ne fera pas de chirurgie. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui, moi, me vont bien. Et puis, j'ai ce petit côté folle, le petit côté électron libre que j'aime, et je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai aujourd'hui. Je vais continuer. Il y a une autre jeune fille qui était avec toi lorsqu'on a fait la rencontre à la CCI et qui est venue me voir, qui m'a dit, est-ce que vous pourriez être mon mentor? Et j'ai trouvé ça génial. Elle m'a dit, j'aimerais tellement que vous soyez mon mentor parce que me dit, on a envie de vous suivre. Et c'est vrai qu'on m'a déjà dit que j'étais plutôt leader que manager. Je ne suis pas du tout manager. Moi, je ne veux pas donner des ordres aux gens. Je veux plutôt qu'on me suive parce que je leur donne envie de me suivre. Tu vois la différence? Complètement. Et moi, quand je dis à mes étudiants, ils me disent, ouais, mais c'est pareil, un leader, un manager. Mais je dis pas du tout. Un manager donne les ordres, le cadre et ce que le directeur au-dessus lui dit de faire pour les équipes. Le leader est quelqu'un qu'on va suivre naturellement parce que ce qu'il fait, les idées et ce qu'il incarne leur donne envie de le suivre. C'est ça, Et je trouve que dans les sociétés d'aujourd'hui, on devrait avoir plus de leaders que de managers. Et tu vois, c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai été attirée par toi, je pense. Et aussi, je me suis dit, je pense que ça va être intéressant de faire un podcast parce que je sentais quelque chose, tu vois, alors qu'on ne se connaît pas si bien. Non, on s'est vu une fois. On a parlé un petit peu et tu vois, j'ai senti ça. Même sur la route, je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis interrogée moi-même. Je me suis dit, on ne se connaît pas du tout, je vais l'interroger. Mais je sentais, je me dis, mais j'ai rien à perdre en fait. Tu vois. Non, mais je crois qu'il faut. C'est ce que je dis souvent à mes étudiants, il n'y a pas de vie sans envie. C'est le thème d'une de mes conférences. D'accord. Parce que la première chose que fait un bébé quand il sort du ventre de sa mère, il a l'envie de respirer. C'est la première chose qu'il fait. Il respire. Il a cette envie de remplir ses poumons et de s'ouvrir à la vie. Donc pour moi, il n'y a pas de vie sans envie. Après, il y en a qui me disent, ouais, mais il y a Johnny. Oui, mais Johnny l'a chanté, ok. L'envie de vivre, l'envie d'aimer, Mais moi, c'est ce que je fais tous les jours. J'ai envie de vivre. Et j'ai envie de partager ça avec des gens qui vont aller dedans avec moi. Moi, maintenant, j'éjecte de ma vie toutes les personnes nuisibles, toxiques, je n'en veux plus. Toutes les personnes qui ne m'apportent pas de la lumière. Toutes les personnes qui vont venir me ternir et qui vont venir, au contraire, essayer de me mettre un voile. Tirer vers le bas. Ah, mais ça, c'est plus la peine. Moi, je ne veux que ça, l'élévation. Être tiré vers le haut, de voir des gens souriants. Et moi, quand je rentre dans la classe, la première chose que je leur dis, comment allez-vous? Et je trouve que combien de gens rentrent et disent, comment allez-vous? Très peu. Il y a peu. Surtout à l'école. Voilà. Moi, je rentre et la première chose, je leur dis, comment vous allez aujourd'hui? Il y en a qui me regardent, ils me font, ah ben, bien et vous? Ah ben, moi, je vais super bien. Mais c'est dingue, vous allez... Tu casses les codes un peu. Et c'est ce que disent les écoles, c'est que je casse les codes et que je fais des interventions, je ne fais pas de PowerPoint et de machin, je trouve que c'est débilisant au possible. De toute façon, les étudiants s'endorment. Moi, je fais de l'interaction. Et je les fais travailler, en groupe, en équipe, en machin. Je les challenge en permanence. Alors oui, c'est fatigant. Quand je fais 4 heures de cours, je suis un peu... voilà. Mais qu'est-ce que je ressors? Mais je ressors de là, mais je suis... mais je suis remplie. Il y a vraiment un truc qui m'a remplie. Et je rentre chez moi et sur la route, ou quand je vais récupérer mon fils à la gare, on en discute et je dis, putain... Il me dit, mais maman, mais il me dit, je le sais parce que je vois ton sourire. Et moi, c'est ça qui me dirige, c'est mon sourire. C'est quand je vais pas bien le matin, je me regarde dans la glace et je me dis, non, ce matin, Virginie, on va bien. On va y aller, on va s'éclater, on va passer une super journée. Et le sourire, il revient. Et c'est d'être, girl power, c'est d'être toujours dans le positif. Et parce que je sais que l'inconscient est géré par... Plus on lui donne de négatif, plus il va être dans le négatif. Plus on va lui donner de positif, plus il va être dans le positif. Et c'est ça qu'il faut aller chercher tous les matins. C'est pas évident, j'avoue. C'est un exercice que je fais tous les jours, d'aller chercher le positif. Mais en tout cas, ça se ressent et ça irradie la pièce et quand on est à côté de toi. Donc franchement, c'est réussi. Merci en tout cas. Merci à toi, merci pour ta disponibilité. C'était un grand plaisir en tout cas d'échanger avec toi. Écoute, merci, vraiment très... Puis j'ai hâte de voir le podcast et puis de pouvoir, qu'on puisse continuer à échanger. Puis si je peux être utile pour quoi que ce soit, n'hésite pas. Je suis là. Je reçois ta proposition avec beaucoup de... Merci beaucoup en tout cas. De rien, c'est avec plaisir que je te la propose. Voilà. Merci Virginie. Mais je t'en prie. À bientôt. À bientôt.